Bonjour, bienvenue pour cette dernière vidéo sans doute tournée dans cette pièce. Après je compte essayer des vidéos directement enregistrées sur l'ordinateur et puis après il sera temps de passer le concours puisque maintenant on a une date. On va juste essayer d'apprendre à compter et il est temps, le concours approche. Apprendre à compter, ça veut dire essayer de donner un sens à combien d'éléments a un ensemble infini. Alors là, il y a plusieurs façons d'essayer d'approcher ça. Comment on compte des ensembles finis? Au début, on dit 1, 2, 3, 4, 5. On énumère les éléments d'un ensemble et quand on a fini, on dit, bon ben voilà, cet ensemble a tant d'éléments. Évidemment, pour un ensemble infini, ça va être compliqué. Et puis, il y a des phénomènes un peu étranges, comme le fait que les entiers ou les entiers privés d'un point, ça a le même nombre d'éléments au sens où les deux ensembles sont en bijection. Et on se retrouve amené à choisir plutôt que d'essayer d'énumérer les ensembles, on va essayer de dire quand deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Ou quand un ensemble a moins d'éléments qu'un autre. Donc, comme définition, x et y sont des ensembles. Je vais dire que le cardinal de x est plus petit que le cardinal de y, si et seulement si il existe une injection f de x dans y. Notons que je ne définis pas le cardinal d'un ensemble, ici je définis juste une relation entre les ensembles qui est le cardinal de x est plus petit que le cardinal de y. D'accord? Donc je n'ai pas donné un sens à ce que voulait dire séparément cardinal de x, c'est toute cette grosse expression qui a un sens. Et on a envie de dire cardinal de x égale cardinal de y, si et seulement si il existe f de x vers y, et remplacer f par une application bijective. Avant d'en dire un peu plus sur cette notion de comparaison, on va voir le théorème de Cantor-Schroeder-Bernstein. On appelle aussi souvent juste Schroeder-Bernstein ou bien Cantor-Bernstein. Je ne sais pas bien quelle est l'histoire de ce théorème. En fait, Cantor en a donné une preuve dans le contexte de l'axiome du choix en supposant que tous les ensembles peuvent être bien ordonnés. La preuve que je vais donner n'a pas besoin d'axiome du choix. Donc le théorème, c'est étant donné x, y, deux ensembles, dire que cardinal de x est plus petit que cardinal de y et que cardinal de y est plus petit que cardinal de x, c'est, comme on l'espère, le fait de dire que cardinal de x est égal à cardinal de y. Si cardinal de x égale cardinal de y, on a évidemment ces deux choses, puisque j'ai une bijection f de x vers y, f c'est une injection de x dans y, f moins 1 c'est une injection de y dans x. Donc cette implication-là est triviale. L'autre implication ne l'est pas. Je vais faire la preuve sans donner beaucoup de détails. Alors comment est-ce qu'on montre ça? Donc on a... je pense que je vais devoir effacer ma preuve au milieu parce que je veux garder l'énoncé après. Donc on a une fonction f de x vers y et on a g de y vers x qui sont injectives. Et pour pouvoir faire un dessin, en fait, ce que je veux, c'est une bijection entre x et y. Je veux déduire de l'existence de ces deux fonctions qu'il y a une bijection entre x et y. Mais g, elle réalise une bijection entre y et f de y. Donc on remplace y par g de y dans le raisonnement. G de y, il est bien en bijection avec y. G est injective. Sur g de y, l'inverse, c'est l'application qui est z associe l'unique inverse. Qui est x associe l'unique inverse de x. Du coup, si on fait ça, en fait, ça veut dire qu'on se ramène à supposer que y est contenu dans x. Donc, je vais écrire ici, on peut supposer. Je vais garder ça pour se rappeler comment on a fait ça. On suppose
que y est contenu dans x et qu'on a f de x dans y qui est injective. D'accord? Et pour se ramener à ça, on a juste remplacé y par son image par une injection de y dans x. Donc maintenant, un dessin. Donc ça, c'est x. Ça, c'est y. Donc bien sûr, je vais supposer que y n'est pas égal à x, sinon il n'y a rien à montrer. Si j'ai été bijective au départ, il n'y avait rien à montrer. Donc x, je vais représenter par un carré. Et maintenant, f, elle envoie ce carré dans la patate ovale. D'accord? Donc ça, c'est ce que fait f. F de x, donc le carré, c'est x. L'ovale, c'était y. Et f, elle envoie x dans y. Et si elle envoyait x sur y, évidemment, j'aurais fini. Donc je vais supposer que c'est strict, au moins sur le dessin. Mais f, elle envoie y aussi à l'intérieur. Si j'applique f de y, il est contenu dans f de x. Après, là, j'ai f carré de x, et ainsi de suite. Donc, on voit apparaître des espèces de couronnes, comme ça. Et où vont ces éléments-là? Donc, x privé de y. Où est-ce que ça va quand j'applique f? Ça va dans f de x privé de f de y. Où va f de x privé de f de y quand j'applique f? Ça va dans f carré de x privé de f carré de y, et ainsi de suite. Donc f, finalement, elle bouge cette partie assurée, et elle l'envoie sur la partie assurée, de manière injective, bien sûr, puisque f est injective. Donc f, elle réalise une bijection de la partie assurée sur la partie assurée où on a enlevé le premier morceau. Sur la partie non assurée, on peut juste ne pas y toucher. Donc pour faire une bijection entre x et y, on prend f sur la partie assurée, et sur la partie non assurée, on prend l'identité. Donc finalement, on pose, disons, je sais pas, c indice n, c'est f puissance n de x privé de f puissance n de y. Donc c0, c'est juste x privé de y, C1 c'est f de x privé de f de y, donc ça c'est C0, C1 il est ici, c'est f de x privé de f de y, C2 c'est f carré de x privé de f carré de y, et ainsi de suite. Ces ensembles sont 2 à 2 disjoints, d'accord, ça se voit bien sur le dessin, je vous laisse vous en convaincre, et on définit finalement une fonction. Là j'avais un g tout à l'heure, je vais l'appeler h, qui va de x vers y. Si x appartient à la réunion des Cn, on lui associe, on pose h de x égale f de x. Et si x n'est pas dans la réunion sur n des Cn, on pose h de x égale x. Alors je ne vais pas écrire les détails, c'est un bon exercice maintenant de compléter ça. Je vais juste expliquer. Ça envoie la partie assurée. Dans la partie assurée, ce qui manque, c'est exactement x privé de y. Donc ici, l'image de h, c'est quoi l'image de h de x? C'est exactement donc, la réunion des Cn pour n supérieur ou égal à 1, plus ce qu'on n'a pas assuré. Donc c'est exactement grand Y. Encore une fois, H, sur la partie assurée, je décale d'un cran. Donc ça va comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Donc je décale d'un cran. Et sur la partie non assurée, c'est l'identité. Donc l'image, c'est toute la partie assurée sauf le cran initial, c'est-à-dire x privé de y, et toute la partie non assurée, tout ce qu'on n'a pas vu dans la réunion des Cn. Et d'autre part, H est injective. Pourquoi? Parce que si j'ai H de x égale H de y, soit x et y sont dans une partie assurée, auquel cas c'est f de y, peut-être H de x égale H de x', puisque j'ai un grand x et un grand y. Soit x et x' sont dans une partie assurée, auquel cas c'est f de x égale f de x', donc x égale x'. Soit ils ne sont pas dans la partie assurée,
auquel cas c'est x égale x', soit peut-être il pourrait arriver que l'un est dans une partie assurée et l'autre n'est pas dans une partie assurée. Mais dans ce cas-là, leurs images ne peuvent pas être égales, puisque la partie assurée est envoyée dans la partie assurée, et la partie non assurée est envoyée dans la partie, enfin, sur elle-même, elle est même fixée point par point. Donc il y a des détails à vérifier, hein. L'argument ici au tableau est rapide, mais c'est juste pour dire un argument élémentaire, en fait constructif, à partir d'une fonction f, je définis des ensembles Cn comme ça, à partir de cette fonction, je construis une fonction h explicitement, hein, à partir de f, et ça me donne une bijection de x sur y. Donc on répète, cette notion de comparaison de taille, elle a le bon goût d'être telle que si x est plus petit que y et y est plus petit que x, alors x et y sont en bijection. Donc la première preuve de ce théorème, elle est due à Cantor, mais elle utilisait le fait de mettre un bon ordre sur x et y et de faire un raisonnement par récurrence transfinie, enfin, si vous voulez, par récurrence sur le bon ordre. Donc ça a utilisé l'axiome du choix, ça a utilisé le fait que tout ensemble peut être muni d'un bon ordre. Là, je vais quand même écrire, attention. On a envie de dire la chose suivante. Si je veux affirmer que pour tout ensemble x et y, on a ou bien x a moins d'éléments que y, ou bien y a moins d'éléments que x, ça, c'est équivalent à l'axiome du choix. C'est pas complètement immédiat à voir, donc je vais juste l'admettre, mais dire que étant donné deux ensembles, on a toujours x plus petit que y ou y plus petit que x, enfin cardinal de x plus petit que y ou cardinal de y plus petit que cardinal de x, ça c'est équivalent à l'axiome du choix. Et en fait, c'est parce qu'on peut montrer qu'il existe toujours un ensemble bien ordonné pour tout x. Il va exister un ensemble bien ordonné qui ne peut pas s'injecter dans x. Bon. Mais du coup, cet ensemble bien ordonné ne peut pas s'injecter dans x, ce qu'on appelle le cardinal de Hartogs de x, le plus petit ensemble comme ça. Si on a un ensemble bien ordonné qui ne peut pas s'injecter dans x et que x et cet ensemble doivent être comparables, ça veut dire que x s'injecte dans un ensemble bien ordonné, mais dans ce cas-là, c'est pas dur de mettre un bon ordre sur x, c'est juste la restriction. Si x s'envoie dans y et y admet un bon ordre, alors x admet un bon ordre. Donc c'est modulo Zermelo et un peu de raisonnement autour des ensembles bien ordonnés. Et du fait que, si vous voulez, l'idée c'est juste qu'il y a trop d'ensembles bien ordonnés pour qu'ils puissent tous être contenus dans un seul ensemble. Il n'existe pas un ensemble formé de tous les ensembles bien ordonnés. Donc on ne peut pas espérer comparer toutes les cardinalités si on ne croit pas à l'axiome du choix. Si on croit à l'axiome du choix, alors ça c'est vrai. Parce que tout ensemble peut être muni d'un bon ordre, et quand je prends deux bons ordres, il y en a un qui est un segment initial de l'autre, en particulier il y en a un qui se plonge injectivement dans l'autre. Mais même sans l'axiome du choix, même dire que pour tout x infini, cardinal de x croix x égale cardinal de x, donc il existe une bijection entre x croix x et x. Ça c'est équivalent à l'axiome du choix. Donc ça c'est un théorème de Tarski dont j'ai parlé dans la première vidéo, je crois, sur la théorie des ensembles. Donc sans axiome du choix, les cardinaux se comportent de manière un peu étrange. Par contre, si on croit à l'axiome du choix, alors comme tous les ensembles sont comparables, on peut choisir des représentants parmi la classe, pour la relation d'équivalence, avoir le même cardinal. Si on fait le choix classique qui est prendre le plus petit ordinal ayant le bon cardinal, alors en fait on obtient une chaîne qu'on a d'habitude Aleph n. Aleph 0 c'est le cardinal du plus petit, c'est le plus petit cardinal infini, c'est le cardinal des entiers naturels. Aleph 1 c'est le plus petit cardinal strictement plus grand, Aleph 2 c'est le plus petit cardinal strictement plus grand que Aleph 1 et ainsi de suite. Et bien sûr on a une infinité de tels cardinaux. Et pourquoi on a une infinité de tels cardinaux? Je vais écrire tout de suite. Pourquoi ça grandit toujours?
c'est dû à un théorème de Cantor. C'est quand même plus simple si on pense, si on veut parler du cardinal d'un ensemble, de pouvoir choisir un représentant et du coup de croire à l'axiome du choix. Donc un autre théorème de Cantor, c'est que pour tout x, on ne peut pas avoir le cardinal de l'ensemble des parties plus petit que le cardinal de x. Il n'existe pas d'injection de l'ensemble des parties dans x, en particulier si on croit à l'axiome du choix. Et que, en fait, on a toujours une injection bien sûr de x dans P de x, l'application qui a un point associé à un singleton. Donc on voit quelque chose qui est strictement plus grand, et comme ça on construit des suites strictement croissantes de cardinaux. Donc la preuve, en fait, si on avait, je vais montrer en fait quelque chose de plus fort formellement, si on avait f de P de x dans x injective, on aurait, dans l'autre sens, on aurait une fonction g de x vers P de x surjective. Comment on fait pour la définir? Sur l'image de f, on prend f-1, qui a un sens puisque f est injective, et sur le reste, vous faites ce que vous voulez, vous prenez un point, vous lui associez l'ensemble vide, il n'y a pas de problème. J'ai déjà obtenu toutes les parties dans l'image juste en me plaçant sur f de x. Donc supposons qu'une telle fonction g existe, et c'est ça que je vais nier. Supposons l'existence d'une telle fonction g, et comme d'habitude, on regarde soit A, l'ensemble des x dans grand X, tel que x n'appartient pas à g de x. C'est une partie. G, ça prend un point, ça lui associe un ensemble, ça lui associe un certain ensemble, et je me dis, est-ce que x appartient à cet ensemble? Ça a un sens, hein. Il n'y a pas de problème, mais si G est surjective, j'ai défini un ensemble, je dois avoir grand A égale G de x0 pour un certain x0. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que x0, soit il est dans A, soit il n'y est pas. Si x0 est dans A, ça veut dire, je regarde la définition, que x0 n'est pas dans G de x0. Mais ça, comme G de x0 c'est A, c'est équivalent à dire que x0 n'est pas dans A. Et ça, c'est un problème. Donc, l'argument diagonal, à nouveau, encore lui, nous dit qu'il ne peut pas exister de surjection d'un ensemble X sur l'ensemble de ses parties. Il n'existe pas non plus, du coup, d'injection de l'ensemble des parties de X dans l'ensemble X. Donc ça, c'est les deux grands théorèmes fondamentaux sur les cardinaux d'ensemble que je voulais mentionner. Et on va faire une application. Cette vidéo-là va être très courte. Mais on va quand même faire une application. Alors souvent on note cardinal de P de x, on le note 2 puissance cardinal de x ou cardinal de 2 puissance x, puisque c'est les fonctions de x dans 0,1. Une partie, c'est la même chose qu'une fonction indicatrice. En particulier pour un ensemble fini, cardinal de P de x, c'est juste 2 puissance cardinal de x, et on est en train de dire que 2 puissance n, c'est toujours strictement plus grand que n pour tout n. Ce qui n'est pas non plus la découverte du siècle, mais on a fait une preuve avec l'argument diagonal et qui marche pour des ensembles infinis. Donc je vais juste faire un exemple. Le cardinal. Le cardinal des réels, c'est exactement le cardinal des entiers. Et donc, si on avait
les notations avec des cardinaux, ça serait 2 puissance, on dirait cardinal de R, c'est 2 puissance le cardinal des entiers, on écrit ça cardinal de R égale 2 puissance Aleph 0, c'est le premier cardinal infini. Moi, je vais rester sur cette notation-là. Ben, pour le montrer, il faut que j'arrive à construire une injection des parties d'entiers dans les réels et une injection de R dans les parties d'entiers. Alors, comment faire ça ? Je vais montrer que je vais utiliser que les entiers et les rationnels, il y a une bijection entre les deux, et du coup il y a une bijection entre leurs ensembles de parties. Donc je vais construire deux injections. Donc si je prends un réel x, et même je vais même utiliser que les rationnels, c'est en bijection avec les rationnels au carré, ou que les entiers sont en bijection avec les entiers au carré, si vous voulez, et construire une injection de R dans les parties de Q croix Q, parce que ça c'est facile. Je lui associe une fonction f de x qui est l'ensemble des Q1, Q2 dans Q carré, tel que Q1 est plus petit que x qui est plus petit que Q2. Ça, c'est injectif. Alors, F, d'habitude, je crois que j'écris injective. Pourquoi ? Ben parce que en singleton x, c'est exactement l'intersection des intervalles Q1, Q2, où Q1 est plus petit que x et Q2 est plus grand que x, et où ils sont tous les deux rationnels. Dit autrement, si x et y sont différents, ben, il y a un intervalle d'extrémité rationnelle qui contient x et ne contient pas y. Donc les ensembles que j'obtiens ici sont distincts. Et maintenant, dans l'autre sens, il faut que je prenne une fonction définie sur n et que je lui associe une image. Est-ce que j'avais une façon particulièrement intéressante de faire ça ? Oui, bon, pourquoi pas faire un Cantor. Donc c'est la somme des... En A, c'est la fonction caractéristique. Donc ça, c'est même dans 0, 1. Et G est aussi injectif. Je vais revenir dessus juste après. Je vais d'abord faire la preuve à l'oral. Peut-être essayer de faire un dessin ici. Donc, ça nous dit que j'ai une injection de R dans les parties de Q croix Q. Autrement dit, qui est composé avec une bijection de N sur Q carré, qui est dénombrable, ça vous devez le savoir. J'ai une injection de R dans P de N, donc cardinal de R est inférieur ou égal à cardinal de P de N. C'est ce que montre la première ligne. La deuxième ligne, c'est je prends une partie de N et je lui associe un réel de manière injective. Et donc cette ligne-là, elle me dit que P de N, son cardinal, est plus petit que cardinal de R. Et la première ligne me disait cardinal de R est plus petit que cardinal de P de N. En particulier, cardinal de R est égal à cardinal de P de N par le théorème de Schröder-Bernstein. Je ne me suis pas embêté à essayer de construire explicitement une bijection. J'ai construit deux injections. Juste peut-être une remarque. Du coup, on en déduit facilement que cardinal de R, c'est la même chose que le cardinal de Rn pour tout n, et même c'est aussi le cardinal des suites de réels. Pourquoi ? Parce que R, il a le même cardinal que 2 puissance n, les fonctions de n dans 2, mais ça, si vous faites 2 puissance grand n à une puissance petite n, ce que vous voyez, c'est juste n copies des entiers, et ça, c'est en bijection avec n. Et même si vous mettez une puissance grand n, vous voyez grand N croix grand N qui est aussi en bijection avec. Donc ça, c'est un exercice, c'est un bon exercice, je pense, de construction de bijection. Une fois que vous savez que R et P de N sont en bijection, en déduire que R et Rn, ou R et R puissance les entiers, les suites de réels, sont aussi en bijection. Et j'avais dit que j'allais faire un petit dessin pour expliquer la construction de cette fonction G. Je vais peut-être le faire ici. Je pense que je peux effacer maintenant Schröder-Bernstein et le Cantor.
voir apparaître un beau Cantor. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction g? Donc, elle a la valeur dans 0,1. 0,1, je vais le représenter très grand. Cette fonction g, alors, elle somme que des 0 sur 3 puissance i ou des 2 sur 3 puissance i. Donc, si la première valeur est 0, la somme ne va pas arriver à dépasser 1 tiers. Parce que si vous regardez ce qui reste, si je somme pour i allant de 1 à l'infini quelque chose qui est au plus 2 sur 3 puissance i, cette somme-là, elle vaut 1 tiers. Si, par contre, le premier coefficient vaut 1, enfin, c'est-à-dire si 0 est dans a, alors la somme va être plus grande que 2 tiers. Donc si je regarde g de a, si c'est entre 0 et 1 tiers, c'est que 0 n'est pas dans a. Si c'est entre 2 tiers et 1, c'est que 0 est dans a. Et après, c'est exactement la même chose qui se reproduit. Vous avez ici, j'ai redécoupé 1 neuvième, 2 neuvièmes. Et pareil ici, on découpe en 3. Et du coup, peut-être que je devrais dire 7 neuvièmes et 8 neuvièmes. Et après, on redécoupe, et ainsi de suite. Donc ce qu'on voit, finalement, c'est que pour décider si, par exemple, 1 est dans A ou non, ben, si je suis ici, 1 est dedans, si je suis ici, 1 n'est pas dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on voit finalement une injection des parties des entiers dans R, et l'image, c'est exactement l'ensemble de Cantor. Et l'ensemble de Cantor, l'ensemble qu'on a construit, c'est même topologiquement homéomorphe à 0,1 puissance n. La fonction que j'ai construite, si je pense que les parties des entiers, c'est 0,1 puissance n, peut-être écrire ici, g en fait, elle va de 0,1 puissance n dans 0,1, c'est injectif et c'est continu. Donc l'image, c'est vraiment un homéomorphisme de ça sur l'ensemble de Cantor. En particulier, il suit de ça, et du théorème de Cantor que j'ai bêtement effacé après avoir dit « Ah, j'en aurais plus besoin », preuve supplémentaire de mon génie pédagogique, le fait que cardinal de R égale cardinal de P de N, ça nous dit que le cardinal de R est strictement plus grand, ou en tout cas différent que le cardinal, différent du cardinal des entiers. D'accord ? Et une phrase célèbre de Cantor, une fois qu'il avait montré ça, c'était « je le vois, mais je ne le crois pas », parce que à l'époque, l'idée qu'il y ait des infinis de tailles différentes, c'était pas naturel, surprenant, c'était pas ce qui était attendu. Et cet argument-là nous montre qu'il y a vraiment plus de réels que d'entiers, parce qu'il y a autant de réels que de parties d'entiers. Ok. Et bon, on n'a pas construit de bijection, et un bon exercice ici, c'est vous demander si vous arrivez à construire explicitement des bijections entre R et R2, ça devient assez vite... On sait qu'on ne peut pas construire une bijection continue entre R et R2, hein, ça c'est le théorème d'invariance du domaine qui dit ça. Donc il faudra faire quelque chose d'un peu étrange, mais on doit pouvoir en faire qui sont des limites simples de fonctions continues. Et je vais juste finir cette vidéo en mentionnant ce qu'est l'hypothèse du continu. Il y a plein de façons de l'énoncer, mais vu que, comment j'ai fait moi, je vais me placer pour une partie de R qui est infinie. Et alors, infini, pour nous, ça veut juste dire ne pas être en bijection avec un ensemble fini. De toute façon, disons qu'on croit toujours à l'axiome du choix dénombrable. Donc infini, ça veut dire aussi contenir une copie des entiers. C'est pas très dur à montrer si on a l'axiome du choix dénombrable. Alors, soit A est de cardinal n, soit A est de cardinal égal à celui de R. Et on sait que ces deux clauses sont exclusives par l'argument de Cantor. Donc l'hypothèse du continu, c'est dire il n'y a pas d'ensemble infini de taille strictement intermédiaire entre les entiers et les réels.
Donc ça, c'est un énoncé. Donc je vais l'appeler HC. Donc HC est consistante avec ZF, modulo, c'est-à-dire si on croit que ZF n'est pas contradictoire, alors ZF plus hypothèse du continu n'est pas contradictoire non plus, ça c'est Gödel. C'est la fin des années 30, mais aussi non HC est consistant avec ZF, et ça c'est Cohen dans les années 60. En fait, même donc avec une méthode qui s'appelle la méthode de forcing, qui est des outils un peu sophistiqués de combinatoire infini, en fait, même du coup, si on croit à l'axiome du choix, que du coup n'importe quel cardinal s'écrit Aleph indice quelque chose, il apparaît dans cette grande suite des cardinaux. Cardinal de R, ça pourrait être Aleph 1, ça c'est l'hypothèse du continu, ça pourrait être Aleph 2, ça pourrait être Aleph 12. Ça ne peut pas être Aleph indice N, à cause de quelque chose qui s'appelle le lemme de Koenig. On pourrait même avoir cardinal de R égale Aleph indice cardinal de R. Ça ne pourra pas être plus quand même. Mais le cardinal des réels, en fait, ça peut être, il peut y avoir plein de cardinaux intermédiaires. Ça, c'est autorisé d'après les axiomes de la théorie des ensembles. Enfin, c'est consistant avec ZF. Et une partie de la recherche en théorie des ensembles dans les dernières décennies, mais vraiment encore active maintenant, c'est, de ce que j'en comprends, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est d'identifier les bons axiomes, entre guillemets, à rajouter à ZF pour obtenir une théorie riche, satisfaisante et qui permettent de répondre en particulier à l'hypothèse du continu. Donc là, il y a un choix à faire, hein, puisque si on croit que le système axiomatique, le seul bon, c'est ZF, bon, l'hypothèse du continu, ça devient indépendant. Il n'est peut-être pas déraisonnable de penser qu'il y ait des choix d'axiomes qui permettent de calculer le cardinal des réels et d'établir ou non que le cardinal de R, c'est Aleph 1, c'est le premier cardinal non dénombrable. Très bien, donc ça c'est la fin de cette série de vidéos sur la théorie des ensembles. On aura revu ce qu'était l'axiome du choix, parlé un tout petit peu du cardinal d'un ensemble infini. Et maintenant on s'est rappelé que cardinal de R c'était le cardinal des parties des entiers, ça c'est important, que R et N ne sont pas en bijection. Et on aura aussi appris qu'il existe des énoncés indépendants, que peut-être la théorie des ensembles est contradictoire, et cette histoire de gradation des forces d'axiome du choix, qui est intéressante. On aurait pu parler de beaucoup d'autres axiomes, mais on va s'arrêter là. La série de vidéos a déjà été nettement plus longue que ce que j'avais prévu au départ. Donc je remercie pour leur attention tous ceux et toutes celles qui seraient allés jusque-là. Et je pense que c'était peut-être la dernière vidéo, en tout cas sous ce format, sur cette chaîne-là. Donc, merci à tous et à toutes.